Dans cet épisode, l'affaire Maureen Jacquier. Maureen Jacquier avait une passion, les avions. C'était le rêve de toute une vie. Un rêve qui s'est brisé le 27 février 2015 dans son petit studio de Toulouse. La mécanicienne de 19 ans est retrouvée lardée de 63 coups de couteau gisant à côté de son lit dans une mare de sang. Un meurtre d'une extrême sauvagerie, mais aucune trace d'effraction. Alors les enquêteurs s'interrogent. L'agresseur connaissait-il la victime ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Il est 6h du matin dans une petite ville de la banlieue toulousaine. Les rues sont désertes. Tout est calme, ou presque. Quand subitement, des policiers d'élite lourdement armés investissent un immeuble. Dans l'escalier, la tension est palpable car ils doivent interpeller un individu considéré comme très dangereux. Ils enfoncent la porte de l'appartement. Le suspect n'a pas le temps de réagir. Il est cueilli au saut du lit. C'est l'épilogue d'une traque à rebondissement, une affaire qui a tenu Toulouse en haleine durant 3 mois et demi. Mère de Maureen. Elle m'avait appelé dans la semaine, elle me disait « J'ai hâte que tu descendes, maman, qu'on puisse se voir. » Elle avait hâte, quoi. Ils avaient prévu depuis longtemps de venir à Toulouse pour ce week-end. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Ils ont eu Maureen la veille, ils doivent arriver dans la soirée. Maureen a promis qu'elle préparerait un dîner. Maureen est installée dans la ville rose depuis 4 ans. Comme à chaque fois qu'ils viennent la voir, ses parents l'appellent au téléphone quelques heures avant d'arriver. J'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas répondu. Je dis peut-être qu'elle fait des courses. On s'est pas plus affolé que ça, quoi. Rodolphe Jacquier, père de Maureen. On s'est dit, le portable est dans un coin, voilà, quoi. Pourtant, lorsqu'ils arrivent vers 22h40 devant le petit immeuble de Maureen, rien ne se passe comme prévu. On a sonné, il y avait personne ne répondait. On a fait le tour, c'était tout noir. On a essayé d'appeler, j'appelais. Le téléphone qui sonnait, mais elle répondait pas. Personne pour nous répondre ni nous réceptionner. Il y avait un truc qui allait pas, quoi. Au bout d'un moment, mon mari s'est énervé. Il dit il faut qu'on entre. Il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui est arrivé. Le père de Maureen connaît une autre entrée à l'arrière de l'immeuble. Le petit jardinet de l'appartement situé au rez-de-chaussée. Le père de Maureen sait que Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. sa fille a l'habitude de laisser la baie vitrée au moins entrouverte, en fait, parce que Maureen a un chat et ça permet au chat de sortir. Il s'aperçoit que la baie vitrée est grande ouverte. Donc, il trouve ça un peu bizarre. Il se glisse sous le volet roulant. Il tombe dans la pièce principale de ce petit T2. L'appartement de sa fille est plongé dans la pénombre. Laurent Boguet, avocat des parties civiles. Et lorsque il va contourner le salon pour accéder à la chambre de sa fille, il va tomber sur une vision d'horreur. Maureen gît au pied du lit, baignant dans une mare de sang. Le corps de sa fille est coincé entre le lit et le mur près de la fenêtre. Il y a des traces de sang sur les murs, sur le radiateur. Il y a des éclaboussures. Elle est complètement ensanglantée. Le père se rend compte de cet immense malheur. Georges Catala, avocat des parties civiles. Il se met à hurler.
Donc du coup, on est rentré. Mon mari, il avait du sang dans les mains. Je l'ai vu étalé. Je dis bon, j'ai appelé les pompiers. Marion dit je vais appeler la police. Toutes les deux, on était au téléphone accrochés. C'est là que j'ai dit à mon mari qu'il faut le mettre à plat sur le dos et faire un massage cardiaque. C'est ce qu'il me dit le pompier. J'ai essayé d'allumer la gamine, je suis pas arrivé. Puis voilà. On a beau faire tout ce qu'on peut faire, voilà. Essayer tout ce qu'on peut essayer, c'est trop tard, quoi. Donc, voilà. Et mon mari, il n'arrivait pas, elle se réveillait pas. Et je l'ai touchée, elle était froide, et voilà, quoi. Je savais que c'était grave, qu'elle était morte, quoi, mais comment c'est incompréhensible. Elle devait être là en vie, nous attendre, sourire, mais non, là on a vu une autre scène. On est complètement projeté du réel, complètement. On tombe dans un cauchemar et on sait plus. La famille est pétrifiée. Les secours arrivent et trouvent les parents en plein désarroi. Je me suis retrouvée avec plein de gens autour dans cet appartement, mais alors il y avait les policiers, il y avait le SAMU, la police scientifique, tout ça autour, et on savait plus. Moi, je savais plus ce qui se passait. Je savais plus où j'étais. J'étais vraiment perdue. Quand tout le monde débarque, là, oui, on percute, on se dit putain, là, c'est la merde, quoi. Après, de toute façon, après, ça va très vite, hein. Voilà. On vous fait quitter les lieux, on vous emmène, et puis là, c'est là où on se dit, cette fois, c'est foutu, voilà. Pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute, ils sont face à un crime. Le SRPJ de Toulouse est immédiatement saisi de l'enquête. Dès leur arrivée dans l'appartement, les experts sont frappés par la violence du meurtre. Cette jeune fille qui est retrouvée porteuse d'une tenue de nuit a manifestement été frappée sauvagement. C'est un carnage. Elle a été déchiquetée par 62 coups de couteau. Des plaies profondes, des plaies multiples, et puis les lésions de défense. Elle a opposé une farouche résistance. Il y a des plaies de défense qui sont situées au niveau de ses avant-bras, de ses mains qui ont été déchiquetées par les impacts. Et donc, on peut imaginer qu'il y a eu une sorte d'acharnement du ou des agresseurs sur cette jeune fille. D'après les premières constatations, la jeune femme s'est défendue comme une lionne. La pièce est en désordre, les murs et le sol recouverts de traces de sang. Il y a beaucoup de désordre. Dans la chambre, il y a des traces de lutte. On retrouve effectivement cet amas sanguin très localisé au niveau de la chambre. Il n'y a pas eu de scènes de lutte qui ont pu être repérées ailleurs qu'à cet endroit. Le crime a donc eu lieu dans la chambre. Maureen aurait-elle été surprise par un cambrioleur? Les hommes de la PJ inspectent le petit 2 pièces. Il n'y a pas un tiroir qui a été entrouvert, il ne semble rien manquer de précieux. Le sac à main est là, les papiers, les cartes bancaires, la carte bancaire, il ne manque rien. Et surtout, il n'y a aucune effraction. Il est donc peu probable que ce soit l'œuvre d'un rôdeur. Alors, pour identifier l'agresseur, les experts passent l'appartement au peigne fin. Les policiers vont passer toute la nuit à faire des prélèvements, ça va durer jusqu'à 6h du matin. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Et ils vont mettre énormément de choses sous scellé. Ça passe donc par tout ce qui est lit, drap, oreiller. Et la récolte est bonne. Dans la salle de bain, ils mettent la main sur la première pièce à conviction de l'affaire.
Une serviette qui est maculée de traces de sang relativement spécifiques, c'est-à-dire qu'elles correspondent manifestement à l'action d'un meurtrier qui aurait voulu essuyer la lame d'une arme blanche, puisqu'il y a des stries ensanglantées. Une serviette, à l'évidence, utilisée par l'agresseur. Et ce n'est pas tout. En continuant leur fouille minutieuse, ils tombent sur qui se penche sur la vie de Maureen. Des investigations qui vont rendre ce crime encore plus énigmatique. Le lendemain, au commissariat de Toulouse, les policiers convoquent les parents de Maureen et sa sœur Marion. Ils veulent comprendre qui aurait bien pu lui en vouloir. Or, tous les trois dressent le portrait d'une jeune femme adorable. Maureen a grandi à Lyon, dans une famille aimante, et très vite, à l'âge de 14 ans, elle trouve sa voie. Elle me dit au départ, je veux faire de la mécanique. Ouais, j'étais pas d'accord, ça c'est sûr. Déjà, la mécanique, ça n'a jamais payé son bonhomme. Rodolphe Jacquier, père de Maureen. Alors si en plus, après, c'est la galère pour trouver du boulot et avoir les bras pleins de cambouis, pour moi, c'est pas ce que je voulais pour mes filles. Chose en fait. Après, on était rassurés, la structure de l'école, avec ça, on disait, bon, bah, là, elle risque rien. C'est ainsi qu'à seulement 15 ans, Maureen quitte le cocon familial et part s'installer à 600 km de là, à Toulouse. Moi, j'apprenais encore pour mon bébé, c'est 15 ans, c'est jeune, 15 ans. Graziella Jacquier, mère de Maureen. Moi, j'ai gardé ma peine pour moi et je sais pas, elle part. C'est pour sa vie professionnelle, sa vie future. Et elle a envie de faire ça, c'est son rêve. Je la suis, quoi. En 2010, Maureen commence sa nouvelle vie ici, dans le quartier des Minimes, pas loin du centre-ville. Elle occupe un petit studio en face du lycée et elle se fait très rapidement des amis dans sa classe. À chaque fois qu'on arrivait au début, elle nous présentait des amis. Tiens, elle va à l'école avec moi, des copines. Maureen, elle s'adapte très facilement, Maureen. Elle aimait le contact avec les gens. Elle avait un sourire, un charisme que les gens ne pouvaient pas ne pas lui parler. Très gracieuse, très souriante. Elle souriait tout le temps. Même quand elle n'était pas bien, elle souriait tout le temps. Parmi les meilleurs amis de Maureen, il y a Fanny et Quentin. Avec eux, elle partageait tout. On se faisait souvent des soirées à la maison, même toutes les deux, on était souvent l'une chez l'autre. Fanny, amie de Maureen. Des choses un peu plus tranquilles, regarder la télé, discuter entre filles. Prendre l'apéro, se faire un bowling. Quentin, ami de Maureen. Une sortie somme toute assez classique. Maureen Jacquier, c'est pas une jeune femme qui passe ses nuits à faire la fête. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et très vite, Maureen se fait remarquer par de bons résultats scolaires. Maureen était très très brillante, c'était première de la classe, très assidue en cours. Tous ses professeurs soulignent la qualité. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Sa vraie passion, son engagement, son sérieux, voilà, tout le monde est unanime. En juin 2014, 4 ans après son arrivée dans la Ville Rose, Maureen décroche son bac pro mécanique avec mention bien. Elle est tout de suite embauchée chez Airbus, le plus gros avionneur mondial basé à Toulouse. Un milieu très masculin dans lequel elle trouve rapidement sa place. Souvent, je lui disais, est-ce que tu y arrives? Est-ce que c'est pas trop lourd au quotidien de côtoyer des garçons à longueur de temps qui balancent des vannes ou des choses idiotes, quoi. Elle m'a dit non, ça me fait pas peur. Il n'y avait pas question qu'elle se laisse marcher sur les pieds. Il n'y avait pas question. C'est pas parce que c'était un bonhomme. Son défi, c'était de faire mieux que le bonhomme parce que c'était une fille. C'était ça son défi. Et je pense qu'à plus d'une fois, il y est arrivé. Elle retrouve sur la chaîne de montage tous ses amis du lycée. Ensemble, ils forment une bande de copains qui ne se quittent plus, aussi bien à l'usine
qu'après le travail. Ces gens ont grandi ensemble, ont progressé ensemble, et ensuite, ils ont travaillé ensemble. Chaque fois qu'on rencontrait une personne, elle travaillait dans cette société. Du coup, on reste dans ce cercle. Et c'est vrai que c'est une ville dans une ville, on dirait. Finalement, tout le monde se connaît. C'est-à-dire qu'on est à la fois, on partage les études, on partage le travail, on partage les sorties, et on partage aussi l'amour. Côté cœur, les policiers se rendent compte que Maureen plaît beaucoup aux hommes qu'elle côtoie. Maureen, c'était une fille qui était intelligente, qui avait de l'humour, qui avait du caractère. Donc forcément, c'est des choses, c'est comme les aimants, ça attire les hommes. C'est sûr qu'au boulot, à mon avis, elle laissait personne indifférent. C'est un petit peu l'égérie dans cette entreprise. Marie-Hélène Piboulot, avocat de la défense. Il y avait très peu de femmes et tous étaient plus ou moins amoureux de cette jeune femme. Le fait qu'elle soit brute de décoffrage, qu'elle dise ce qu'elle pense, qu'elle dise au moment où elle le pense, ça, les hommes, c'est que mon avis, mais ça leur plaisait, quoi. Il y en a qui ont été attirés par elle. Après, il y a beaucoup de prétendants, mais très peu d'élus. D'intimité. Les enquêteurs apprennent que fin janvier 2015, quelques semaines avant sa mort, Maureen était en couple avec un autre homme, Julien, son tuteur au travail. Ces aventures auraient-elles fait des jaloux? Le criminel serait-il un courtisan dépité? Les hommes de la PJ se replongent dans les circonstances du crime en espérant enfin faire décoller l'enquête. « 24 heures après le drame, retour dans la petite résidence où vivait Maureen. Les policiers veulent déterminer avec précision l'heure du meurtre. Ils interrogent les voisins. Aucun voisin ne dit avoir entendu du bruit, des cris. Sachant qu'il y a quand même des traces de lutte importantes sur la scène de crime, donc dans la chambre de la victime. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est quand même un petit peu bizarre que les voisins n'aient rien entendu. C'est une petite résidence, c'est pas une barre d'immeuble. Les hommes de la PJ enregistrent cependant un témoignage important. Il s'agit des plus proches voisins de Maureen et ils l'auraient aperçu vendredi matin. À un moment donné, ils auraient vu aux alentours de 10 heures... Laurent Boguet, avocat des parties civiles. Dans la matinée du 27 février, évoluer la jeune Maureen. Il la voit aller sur le parking sur lequel sa voiture est garée et il la voit revenir vers sa voiture, vers son appartement. Elle était habillée. Georges Catala, avocat des parties civiles. Avec un survêtement noir et une frange rose. Maureen aurait donc été tuée après 10 heures le vendredi. Mais les enquêteurs n'excluent pas un autre scénario. Un meurtre dans la nuit de jeudi à vendredi, comme le prouveraient les premières constatations. Quand on a retrouvé Maureen, elle était en habit de nuit, c'est-à-dire elle avait un petit débardeur, un petit short. Ses amis diront oui, c'est comme ça qu'elle dormait. Il y a la présence de cette fameuse lampe frontale qui laisse penser que l'agresseur a pu s'en servir et que, par définition, on est venu surprendre dans la pénombre la jeune Maureen. Et ça n'est pas tout. Maureen est addicte à son portable. Or, à partir de 0h40, il devient totalement muet. Même chose au moment du réveil, où elle avait l'habitude d'appeler ses proches. Alors les enquêteurs n'écartent aucune hypothèse. Mais une question se pose. Qui a bien pu s'introduire sans effraction chez Maureen ? Nous sommes le 2 mars 2015, soit 3 jours après la découverte du corps de Maureen. Les hommes de la PJ auditionnent à nouveau ses parents et ces derniers apportent un premier élément de réponse. Celui qui a fait ça,
connaissait les habitudes de Maureen et ça fait partie de son entourage. Graziella Jacquier, mère de Maureen. Déjà où elle habitait, il fallait faire le tour pour savoir si elle était chez elle ou pas. C'était pas un appartement où on pouvait voir de la rue. L'astuce de la baie vitrée et du rideau pour le chat. Rodolphe Jacquier, père de Maureen. Il n'y a pas grand monde qui la connaissait. Il n'y avait que des habitués. Pour les enquêteurs, l'assassin connaissait Maureen. Mais s'agit-il d'un ami ou d'un amant ? Maureen a été tuée de 62 coups de couteau. Pour les spécialistes du crime, c'est une signature passionnelle. On peut effectivement se laisser aller à penser que c'est l'œuvre de quelqu'un qui s'est laissé totalement déborder par ses pulsions sexuelles. Face à la violence des coups, Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. D'expérience, les policiers savent qu'on est plus dans l'acte de quelqu'un qui connaissait la victime. Pour identifier un suspect parmi les proches de Maureen, les policiers passent au crible son emploi du temps et un premier nom surgit. La veille de sa mort, elle travaille de 16h à 0h40. Puis elle rentre chez elle en raccompagnant d'abord Quentin, son meilleur ami. Ils habitent à quelques rues l'un de l'autre. Elle le pose, elle a 300 mètres à faire, même pas. Elle garde sa voiture, elle rentre chez elle et on imagine qu'elle se couche. Alors les enquêteurs convoquent Quentin au commissariat. Lui, le garçon, va dire « Moi, je suis rentré chez moi, il était 1h12. » Il est très précis, il dit « J'ai vu l'heure qu'il était parce que j'ai vu l'heure sur mon four micro-ondes. » Rapidement, ça devient le témoin numéro 1 parce que c'est la dernière personne à avoir vu Maureen vivante. J'ai compris au cours de mon interrogatoire que Quentin, ami de Maureen. On commence par le dernier et on remonte et il se trouve que le dernier c'était moi. Le jeune homme de 20 ans nie toute implication. Pourtant, il intéresse au plus haut point les policiers. En fait, ce qu'on découvre au fil de l'audition de ce jeune homme, c'est qu'il en pinçait un peu, comme on dit, pour la victime, en fait. C'est-à-dire que c'était une amitié un peu platonique pour les deux, mais que lui aurait peut-être espéré avoir quelque chose de plus sentimental. Et quand vous avez un garçon qui est le dernier à avoir vu la victime vivante, qui dit assez facilement oui, j'avais envie d'aller au-delà d'une simple relation amicale, et que vous êtes policier, que vous êtes sur un crime qui est plutôt passionnel, vous vous dites là, il va falloir aller un peu plus loin. Et surtout que ce jeune homme n'a pas véritablement d'alibi. Comme il habite seul, personne n'est en mesure de dire qu'il dit la vérité. Ah, il interpelle énormément. Marie-Hélène Piboulot, avocat de la défense. Énormément, ce garçon, c'est une évidence. On va se conduire auprès de ce garçon comme s'il était suspect numéro 1. Alors, l'enquête s'emballe. Les policiers analysent la téléphonie de Quentin. Ils vérifient son emploi du temps et perquisitionnent son domicile. Et surtout, ils prélèvent son ADN. En attendant les résultats de l'expertise, il est relâché. Mais il reste dans le collimateur des enquêteurs. Les policiers poursuivent la piste d'une liaison qui aurait mal tourné. Dans ce domaine, Quentin n'est pas le seul à éveiller les soupçons. Il s'intéresse aussi aux deux ex de Maureen, Guy, son premier grand amour, et Yvan. Deux pistes à creuser, car les hommes de la PJ découvrent que les ruptures ont été à chaque fois tumultueuses. Ils s'attaquent d'abord à Guy avec lequel Maureen a rompu en 2013. Elle a dit c'est fini, mais lui, il n'acceptait pas. Elle va même faire la démarche d'aller au commissariat pour dire qu'elle est harcelée par son ancien petit ami qui n'arrête pas de l'importuner. Guy, furieux de la séparation, devient le deuxième suspect de l'affaire. Mais tout se complique quand les policiers découvrent qu'avec Yvan, la rupture a été aussi difficile. C'était quelqu'un qui était très très caractériel. Fanny, amie de Maureen. D'après ce qu'elle me disait,
Ça pétait souvent entre tous les deux, mais c'était quelqu'un pour elle qui était très important parce qu'elle en était très très amoureuse, quoi. Elle a été très déçue parce que du jour au lendemain, il a dit « je pars ». Donc, elle voulait essayer de recoller les morceaux, mais bon, il n'y est pas arrivé. Vu leur relation assez extrême, c'est vrai qu'il y avait de quoi se poser des questions, quoi. Enfin, il reste le dernier amant, Julien. Il était en couple avec la jeune femme au moment du drame. Il est aussi convoqué par la PJ. Il raconte qu'il a travaillé comme Maureen jusqu'à 0h40 cette nuit-là. Mais il a quitté, dit-il, la jeune femme à la sortie de l'usine pour aller dormir chez ses parents. Et il ne sait rien de plus. Les enquêteurs misent désormais sur les résultats des prélèvements scientifiques pour tenter d'incriminer l'un des suspects. Et là, l'enquête bascule. Nous sommes le 16 mars 2015. Cela fait plus de 2 semaines que la jeune Maureen a été retrouvée morte dans des conditions effroyables. Ce jour-là, un indice capital relance les investigations. On retrouve un ADN de type masculin exploitable sur cette fameuse serviette ensanglantée. Laurent Boguet, avocat des parties civiles. Qui a de toute évidence été empoigné par le meurtrier de Maureen et qui lui a servi à nettoyer la lame de son arme blanche. Un élément clé, car cette trace ADN est retrouvée mélangée au sang de la victime. Et cet ADN, placé là où il est, forcément, il a un lien avec le crime. C'est difficile pour les spécialistes de la police scientifique d'imaginer que l'ADN qui est là est un ADN arrivé là par hasard. Et là, c'est un peu bingo. Cet ADN, les enquêteurs savent très vite que c'est peut-être la clé de toute cette affaire. Les policiers rentrent immédiatement cet ADN dans leur fichier. Oui, mais voilà, il ne correspond à aucun délinquant connu. Alors ils le comparent à celui des témoins déjà auditionnés. Et il commence par Quentin, le meilleur ami de Maureen. On fait des comparaisons et ça ne matche pas. C'est un soulagement pour Quentin, qui était leur suspect numéro 1. Ça m'a empêché de dormir pendant quelques nuits, d'être clairement suspecté. Quand vous avez la police qui débarque chez vous pour qui retourne l'appartement pour rechercher armes, tenues, voilà, qui vous montre votre emploi du temps, qui savent votre vie quasiment mieux que vous. Ça travaille l'esprit, ça travaille le corps, mais je savais pertinemment que c'était pas moi, donc. Les experts comparent ensuite l'ADN avec celui de Guy. Là encore, résultat négatif. Reste enfin Yvan. Aucune concordance non plus. Mais pour les enquêteurs, ça ne fait aucun doute. Cet ADN est bien celui du criminel. Car début mai, de nouveaux résultats tombent et la même trace est retrouvée à d'autres endroits de la scène de crime. On s'aperçoit que au niveau de la couette, sous laquelle dormait à l'évidence la petite Maureen avant d'être tuée, mais également sur la lampe frontale, on a le même profil ADN. C'est-à-dire que sur une scène de crime. Georges Catala, avocat des parties civiles. L'on va découvrir à 3 endroits stratégiques de l'ADN d'un inconnu. Cette empreinte génétique est présente sur 3 objets directement liés au meurtre de Maureen. La serviette, qui aurait servi à l'agresseur pour essuyer son couteau, la housse de couette et la lampe frontale qui a été impliquée dans la lutte. Alors qui se cache derrière cette mystérieuse trace ADN ? Pour le savoir, les enquêteurs élargissent les prélèvements à tous ceux qui ont pu côtoyer Maureen, depuis ses voisins jusqu'à ses collègues de travail. Et c'est un travail de bénédictin pour les enquêteurs. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Potentiellement, c'est quelqu'un qui avait une vie sociale quand même très étendue et donc il va falloir faire une batterie de tests. On parle d'une centaine de témoins à interroger, à prélever leur ADN.
Au total, entre mars et juin 2015, 200 personnes sont auditionnées et 150 ADN sont prélevés. Et le 8 juin 2015, l'ADN inconnu parle enfin. L'Institut national de police scientifique de Toulouse dit ça y est, on l'a, ça match. Cet ADN finit par matcher, comme on dit. Et là, c'est un peu le miracle qu'on n'attendait plus. Il appartient à quelqu'un que vous avez auditionné, il s'appelle Sylvain Boulet. On s'aperçoit que l'ADN de Sylvain Boulet correspond aux 3 ADN qui ont été relevés, lampe électrique, housse de couette et serviette de bain. Pour les policiers, l'affaire s'accélère enfin. Sylvain Boulet est un jeune homme de 25 ans, un collègue de travail de Maureen. La police l'avait interrogé 1 mois plus tôt et avait prélevé son ADN. À l'époque, il était un témoin parmi tant d'autres. Un jeune homme sans histoire, comme le décrit son frère. On va dire quelqu'un comme vous et moi, qui a une vie, un travail, des amis. Frédéric Boulet, frère de Sylvain Boulet. Il était plutôt épanoui, il avait pu se payer son appartement, il avait sa petite vie bien rangée, une vie lambda. C'est un petit peu le gendre idéal, Sylvain Boulet. Marie-Hélène Piboulot, avocat de la défense. Un garçon intelligent, qui est apprécié, qui est droit, qui est loyal, il est sur les rails, on va dire, voilà. Les enquêteurs découvrent qu'il fréquentait Maureen au travail, mais pas seulement. Ils ont aussi été très proches lorsque la jeune femme était en couple avec Yvan. Tout simplement parce que Sylvain était son meilleur ami. Ils se connaissent d'autant mieux que la copine de Sylvain était pendant longtemps la meilleure amie de Maureen. Et en fait, à l'époque où elle était avec le fameux Yvan. Et donc, ces 2 couples de jeunes gens se voyaient beaucoup. Mais après, il y a eu, comme ça arrive chez les jeunes, on s'est un petit peu brouillé. C'était des relations qui s'étaient estompées, qui avaient presque disparu. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs d'emblée ne vont pas se précipiter. La nuit, entre ce qu'on peut estimer la fin de son travail dans l'usine et son retour chez lui. Son téléphone est taisant, c'est-à-dire qu'il ne donne exceptionnellement aucun signe de vie. De 2h15 à 4h du matin. Les policiers, ils sont plutôt dans l'hypothèse d'un crime au milieu de la nuit. Donc si au milieu de la nuit, le portable est éteint, c'est bizarre. Pour la juge d'instruction, il y a suffisamment d'indices graves et concordants contre Sylvain Boulet. 10 juin 2015, à Tournefeuille, dans la banlieue ouest de Toulouse, 3 mois et demi après la mort de Maureen. Pour interpeller le jeune homme à son domicile, les enquêteurs ont appelé une unité d'élite en renfort. Ils ne veulent prendre aucun risque. Vu la violence du crime, si c'est bien lui le coupable, il est considéré comme très dangereux. À 6 heures précises, les policiers investissent l'appartement. Ils surprennent Sylvain Boulet au saut du lit. Si le suspect se laisse menotter sans résistance, les hommes de la PJ sont tout de même intrigués par son attitude. Il affiche une certaine froideur par rapport à la venue de ces enquêteurs. Laurent Boguet, avocat des parties civiles. Il prend une relative distance. On n'a pas l'impression véritablement... Février. Et lui raconte, dit, ben voilà, je travaillais, j'ai fini à 0h30, et comme je le fais souvent le jeudi, je suis allé dans un bar et retrouver mes copains. Il viendra expliquer qu'il en a assuré la fermeture jusqu'aux environs de 3h du matin. Lui, il va dire, mais oui, mais quand je suis sorti du bar, j'étais très fatigué, la météo était très mauvaise, donc comme je le fais souvent, je me suis arrêté sur un parking et j'ai dormi. Oh.
Sylvain explique qu'il a éteint son téléphone pour économiser la batterie. Il affirme être rentré chez lui ensuite à 4 heures du matin. En clair, personne ne peut confirmer son alibi. Aurait-il pu se rendre chez Maureen ? Les policiers s'intéressent alors à ses rapports avec la jeune femme. N'aurait-il pas été attiré par elle jusqu'à vouloir la retrouver en pleine nuit ? Était-elle une jeune femme qui vous séduisait, qui vous attirait ? Oui, elle était mignonne. S'est-il passé quelque chose entre vous et elle ? Non. Sylvain se défend. Il concède avoir dormi chez elle en juillet 2014. Mais il ne s'est jamais rien passé entre eux. Pourtant, après une nuit en garde à vue, coup de théâtre. Le suspect change de version. Et là, il va faire une révélation assez étonnante. Il va expliquer qu'il a eu une relation sexuelle avec Maureen. Bien sûr, les policiers lui disent « Mais attendez, c'est un élément important, vous en avez jamais parlé ?» Il dit « Oui, mais c'est par rapport à ma compagne, je voulais pas tout mélanger, j'étais inquiet, je voulais pas qu'elle la prenne comme ça. » Bon. On sent qu'il cache peut-être quelque chose sur sa véritable relation. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ou en tout cas, les sentiments qu'il aurait pu porter à la victime. Sylvain révèle bien avoir fait l'amour avec Maureen un soir de juillet 2014. Mais quand les enquêteurs lui disent qu'ils ont découvert son ADN chez elle, il a réponse à tout. Il dit « Si vous trouvez mon ADN au niveau de la couette, c'est normal, puisque je vous ai dit, il y a quelques minutes, que nous avions eu une relation intime. » Il s'explique aussi sur les traces laissées sur la fameuse serviette de toilette rose. Il dit qu'il est allé en décembre, c'est-à-dire 2 mois avant le crime, et qu'il s'est lavé les mains, essuyé les mains à la fameuse serviette. Les policiers s'interrogent, car Sylvain ne lâche rien. Ils abattent alors leur dernière carte. La fameuse lampe frontale avec son ADN, retrouvée près du corps de Maureen. Et là, il ne conteste pas. Il va dire ben oui, je pense que c'est ma lampe. Alors là, c'est la surprise du chef quand même. Il dira qu'il n'est pas impossible qu'il l'ait oublié, c'est Maureen Jacquier. Simon Cohen, avocat de la défense. Avec laquelle il a noué une relation pendant l'été 2014. Donc il y a à la fois une certaine sincérité. Oui, en effet, c'est sans doute ma lampe. Puis d'autre côté, où on le sent un peu fuyant. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Il y a une chose sur laquelle il ne fuit pas du tout, c'est « je ne suis pas coupable ». Ce n'est pas moi qui ai tué Maureen Jacquier. Durant ces 48 heures de garde à vue, Sylvain Boulet nie farouchement tout lien avec le drame. Mais avec la présence de son ADN sur la scène de crime et le trou dans son emploi du temps, les policiers sont persuadés de tenir un suspect très sérieux. Il est mis en examen et incarcéré pour meurtre. Seulement voilà, ils n'ont pour l'heure pas suffisamment de preuves pour le renvoyer aux assises. Sylvain est-il vraiment le meurtrier de Maureen ? Nous sommes mi-juin 2015. Ça fait presque 4 mois que Maureen a été tuée. Les hommes de la PJ détiennent maintenant un suspect sérieux, mais ils continuent à clamer son innocence. La partie s'annonce compliquée. Ils fouillent alors dans la vie du jeune homme à la recherche de nouveaux éléments. Sylvain Boulet a 25 ans. Il est le petit dernier d'une fratrie de 4 enfants. Et pour ses proches, Sylvain est incapable de faire du mal à quiconque. On se dit, c'est un sketch, c'est pas possible, c'est une blague ou quelque chose d'aussi horrible et aussi violent. Ça peut pas, de ce que je connais de mon frère, ça ne peut pas correspondre à lui. Et quand je l'ai vu face à moi et que je lui ai dit,
dis-moi si c'est vraiment toi ou pas. Frédéric Boulet, frère de Sylvain Boulet. J'ai senti que je l'ai un peu blessé dans le style, dans le sens où il m'a dit, si toi tu crois pas en moi, ben c'est plus la peine, tout s'effondre. Et il me dit, je comprends pas pourquoi on s'acharne sur moi. Sa famille, sous le choc, ne croit pas une seconde à sa culpabilité. Le Sylvain qu'ils connaissent est tout sauf violent. Je l'ai jamais vu s'énerver, s'agacer ou piquer une colère. Non, jamais. C'était vraiment le petit garçon gentil, réservé, serviable, qui aimait rigoler et s'amuser. Mais en approfondissant leurs recherches, les enquêteurs se rendent compte que derrière le jeune homme bien sous tout rapport se cacherait une personnalité plus complexe. Il est quand même très branché, on va dire un peu obsédé par tout ce qui est lié au sexe. Il va expliquer comment il faisait l'amour avec sa copine. Georges Catala, avocat des parties civiles. Il y a des menottes, il y a des gestes de strangulation, il y a des films porno, il y a une caméra qui filme. Un appétit sexuel exacerbé qui dépasserait largement la sphère de son couple. Sylvain, il est un peu particulier, il a eu des relations intimes avec des amis de sa copine. Il a beaucoup fréquenté les prostituées, il a beaucoup fréquenté les escrocs de gueule. C'est lui qui le dit. Si la personne est obsédée et qu'elle ait fait part auprès de ses amis de ses obsessions, on peut à minima considérer que cette personne est tracassée. Comme les enquêteurs privilégient la thèse d'un crime passionnel, la vie sexuelle de Sylvain les interpelle. Mais, d'après son frère, cela ne fait pas de lui un meurtrier. Ça reste un humain qui s'est laissé un petit peu partir sur des plaisirs extra-conjugaux. Mais je pense pas que ce soit le premier homme sur Terre à faire ça. Donc, Pour sa famille, sa vie intime n'a rien à voir avec ce dossier. Et pour les enquêteurs, toujours aucune preuve formelle contre lui. L'analyse des couteaux saisis à son domicile n'a rien donné. Et l'arme du crime reste introuvable. Est-il vraiment le criminel minutieux et déterminé qui a tué Maureen ? Nous sommes au mois de mai 2016. Sylvain est en prison depuis presque 1 an. Les policiers cherchent à étayer leur dossier. Alors ils réentendent les proches de Maureen et leurs témoignages accablent Sylvain. Le Sylvain, elle le voyait seulement sur le travail. Graziella Jacquier, mère de Maureen. Et c'est là qu'il faisait que de lui dire des choses lourdes et incompréhensibles, quoi, qu'il était toujours en train de l'harceler. Ma fille me dit qu'il lui court après et qu'il veut pas comprendre que c'était non. Et la première réaction que j'ai, c'est de me les prendre et de me les mordre. Parce que j'étais assez con pour écouter ma fille. Quand elle me dit « laisse, je vais y gérer ». Voilà. Et ça, faut vivre avec. Voilà. Maureen s'était plainte à plusieurs reprises du comportement de Sylvain. Aurait-il pu en vouloir à la jeune femme au point de la tuer ? C'est en tout cas l'avis des enquêteurs. Ce qui lui a fait péter un plomb, c'est que la gamine, il pouvait pas l'avoir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, est-ce que finalement, ce suspect n'a pas nourri beaucoup de frustration de ne pas pouvoir avoir ce qu'il voulait ? Je reste persuadé que c'est une agression sexuelle qui n'a pas pu s'accomplir à cause de la résistance exacerbée de Maureen. Pour les avocats de la famille, voilà comment le drame se serait déroulé. C'est quelqu'un qui est peut-être venu la surprendre dans son sommeil pour lui imposer ou lui faire subir des pratiques sexuelles. Laurent Boguet, avocat des parties civiles. Il veut la faire taire, il la frappe. Il la frappe dans un débordement de violence, manifestement un tsunami pulsionnel.
Et ça dégénère et on donne la mort alors qu'on n'était pas nécessairement venu pour commettre le crime. Pour la famille de Maureen, cela ne fait aucun doute. Sylvain Boulet est coupable. Voilà un garçon qui éprouve un désir très important vis-à-vis de cette fille de 19 ans. Voilà un garçon qui, plutôt que de rentrer comme il rentrait d'habitude à 2 heures, va rentrer à 4 heures du matin. C'est-à-dire que nous avons ces fameuses 2 heures qui sont énormes. Georges Catala, avocat des parties civiles. Voilà un garçon qui se promène du matin au soir, du soir au matin, avec un couteau à la ceinture. Voilà un garçon qui est incapable de justifier quoi que ce soit. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup? Moi, je veux pas la tête de X ou Y. Mais celui qui a fait ça, faut pas qu'il passe à travers. Voilà. Et les policiers, ils ont fait un travail de fou. Et ils sont tombés sur lui. Rodolphe Jacquier, père de Maureen. C'est pas moi qui l'ai désigné. J'ai pas dit c'est lui, il faut qu'il y passe. C'est que là, ça le désigne lui, c'est pas pareil. Mais les avocats de Sylvain Boulet n'en démordent pas. Pour eux, il est innocent car la seule preuve contre lui dans le dossier n'en est pas une. Ils remettent en cause la pertinence des traces ADN. La superposition, la juxtaposition d'une empreinte génétique et d'une tache de sang ne signifie en aucun cas que les traces aient été laissées ensemble ou au même moment. Simon Cohen, avocat de la défense. On peut simplement en tirer le constat qu'il y a les 2 traces sur la même surface. C'est tout ce qu'on peut dire. Et surtout, la défense ressort le témoignage clé des voisins. Ce couple qui avait déclaré avoir aperçu Maureen à 10 heures du matin le 27 février. Donc, bien vivante, après la nuit supposée du drame. Pour les avocats, une déposition capitale que les policiers auraient écartée un peu vite. Ce qui est absolument hallucinant, c'est que l'on dise finalement, pas de manière aussi claire, mais enfin un peu son faux. Marie-Hélène Piboulot, avocat de la défense. À ces 2 témoins, ah non mais vous vous trompez, c'est-à-dire que ce qui est privilégié, c'est le décès dans la nuit. Alors que 2 témoins sont affirmatifs et disent « mais nous l'avons vu le 27 au matin ». Selon la défense, cette précision innocente totalement Sylvain. Car ce matin-là, le jeune homme a un alibi. Son téléphone est géolocalisé chez lui. Il est localisé entre 10h et midi. Il ne peut pas être sur les lieux. Il est localisé. Il n'y a pas l'ombre d'une discussion, personne ne le discute. Ses avocats dénoncent alors une enquête à charge et crient à l'erreur judiciaire. On l'interroge dans un esprit de traque, avec une seule obsession, découvrir un indice de plus contre lui. C'est tout. Et c'est comme ça que se fabriquent les erreurs judiciaires. Ah mais je suis plus que convaincu de son innocence, j'y crois dur comme fer. Frédéric Boulet, frère de Sylvain Boulet. Il le dit du haut et fort depuis le début et on n'a jamais changé de politique. C'est pas lui et ce sera pas lui. Ce sera aux jurés d'en décider, car Sylvain Boulet est renvoyé aux assises. Avec des arguments aussi tranchés, c'est qui tout double. Soit il ressort acquitté, soit il peut être condamné au maximum à 30 ans d'emprisonnement. Maintenant, le silence se fait. L'accusé entre dans le box. Il est extrêmement tendu, c'est extrêmement difficile pour lui, bien évidemment, hein, parce qu'il a parfaitement conscience que tout se joue là, hein, tout se joue. Sylvain aurait volontairement effacé une partie de la mémoire de son téléphone après le meurtre. L'ensemble de sa téléphonie a disparu d'une façon extraordinaire, à un point tel que l'expert ne comprend pas. Georges Catala, avocat des parties civiles. Alors il ment pour des raisons d'évidence, c'est parce qu'il ne veut pas avouer à sa famille qui est présente. Sylvain accuse le coup, mais la défense contre-attaque
Elle explique aux jurés que dans ce dossier, il n'y a pas de preuves formelles, seulement des indices, et que c'est insuffisant pour condamner ce jeune homme. L'homme raisonnable ne peut dire qu'une chose, c'est que la preuve certaine n'est pas rapportée. Simon Cohen, avocat de la défense. Et si la preuve certaine n'est pas rapportée, le doute doit lui profiter en l'espèce. Ce n'est pas un doute, c'est une quasi-certitude de l'innocence. Le vendredi 25 janvier 2019, après 3 heures de délibéré, la salle retient son souffle. Le verdict tombe. Sylvain Boulet est condamné à 30 ans de prison pour meurtre. C'est le maximum qu'avait réclamé l'avocat général. En mars 2020, la Cour d'assises de Montauban confirme en appel le jugement de première instance en y ajoutant une peine de sûreté des 2/3. C'est la fin d'une longue bataille pour les parents de Maureen. Mais le vide laissé par la jeune femme reste immense. C'est chaque anniversaire, c'est chaque Noël. Rodolphe Jacquier, père de Maureen. Chaque fête. Fête des pères, fête des mères. Y a rien. Y a rien. Voilà. Y a plus rien qui pourrait être comme avant. C'est elle qui me donne la force de continuer. Graziella Jacquier, mère de Maureen. C'est pour elle que je fais tout ça. Je lâcherai pas. Même si je dois en crever, je lâcherai pas. Et elle me donne la force aussi de le faire. Je l'aimerai toujours. Elle me manque. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.